et bien sûr la circulation de prestige au sein de la communauté et la renommée, etc. Je disais donc que pour défendre la race des rangs et le type d'élevage et de sociabilité qui va avec, il faut élargir le débat et intégrer cette pratique dans une réflexion plus large sur l'élevage, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, et sur ses conséquences sur notre rapport à l'animal, sur notre relation à la catastrophe et au risque, et aussi sur le lien social et l'être ensemble. Et de ce point de vue, il faut essayer de mobiliser les arguments nécessaires pour montrer que cette activité n'est pas passéiste, n'est pas résiduelle, même si elle remonte loin dans l'histoire des communautés alpines franco-provençales, mais qu'elle est actuelle, voire qu'elle pourrait constituer un modèle pour une agriculture et un élevage d'avenir. Du moins, elle pourrait éclairer de façon pertinente les différentes impasses, les différentes crises, les différentes remises en question auxquelles l'agriculture, l'élevage et plus généralement notre rapport à la nature et à l'animal sont aujourd'hui soumis. Donc c'était ça, au fond, un peu mon souci, c'était d'élargir cette pratique à l'ensemble qui l'englobe, mais qu'elle peut éclairer aussi. De ce point de vue-là, en fait, l'anthropologie, comme vous le savez tous, en fait, son intérêt, c'est de pouvoir éclairer depuis la marge, mais ce n'est pas du tout un jugement de valeur, hein, depuis un point de vue décentré, justement, d'éclairer la logique globale dans laquelle se trouve nécessairement cette pratique locale. Donc il ne s'agit pas du tout de séparer le local et le global et de faire une distinction de nature, bien au contraire. Donc pour cela, je vais rapidement évoquer quelques considérations sur l'humanisme anthropocentrique, disons pour utiliser le terme de Lévi-Strauss, quand il parle du cycle maudit dans lequel s'est enfermé l'Occident, justement dans son rapport à l'animal, qui constitue justement depuis plusieurs siècles notre horizon et qui fonde non seulement notre rapport à l'animal, mais également le type d'élevage auquel on a abouti aujourd'hui, l'élevage de type industriel. Alors, je parlerai ensuite, ou j'évoquerai la crise de ce système, telle qu'elle s'est notamment exprimée, comme je l'ai dit, à travers la catastrophe de la vache folle. Enfin, je reviendrai sur l'élevage de la race des rangs pour en tirer des enseignements par rapport à cette crise de la vache folle, et cela comme une possible ouverture pour sortir de ce cycle maudit donc, dont parlait Claude Lévi-Strauss. Alors bon, rapidement, comme nous le savons, du moins c'est le cas des philosophes, des anthropologues, en tout cas tous ceux qui sont intéressés au rapport homme-animal, que c'est par l'intermédiaire des animaux, et là on a eu vraiment de très bons exemples, que ce soit en Valais, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit en Iran, que ce soit en Papouasie, le rapport à l'animal, ou disons par l'intermédiaire de l'animal, les hommes et les femmes, dans toutes les cultures, quelles qu'elles soient, ont pensé et ont ordonné les rapports entre eux et avec la nature. Cependant, aujourd'hui, que la technoscience tient de plus en plus à faire des animaux, mais aussi finalement de la femme et de l'homme eux-mêmes, une matière vivante, brute, manipulable et exploitable à volonté, on peut se poser la question de savoir, mais comment peut-on encore penser notre rapport à l'animal? Donc ça reste toujours pertinent, cette question reste pertinente. Alors, pour aller vraiment très vite, la pensée occidentale a toujours été marquée, malgré certaines exceptions, bien sûr, notables, déjà depuis l'Antiquité grecque, elle a été marquée par la tendance à penser en termes dichotomiques, exclusifs, le rapport nature-culture, animalité-humanité. Une telle vision dichotomique est profondément enracinée dans la tradition philosophique. Et j'évoquerai juste vraiment un auteur, Élisabeth de Fontenay, dans Le silence des bêtes, que je trouve, en tout cas, un livre qui fait le point, enfin, en tout cas, qui condense l'argument. Elle relève que l'animal apparaît dans le corpus philosophique occidental comme le contre-modèle qui permet à l'humain de se penser dans sa différence. Et elle ajoute que l'affirmation de l'essence de l'homme s'y donne toujours dans sa supériorité à l'animal, une supériorité qui lui confère un droit absolu sur ce dernier. Et je pense que c'est là, effectivement, la source, disons, de notre rapport actuel à l'animal et surtout ce qui peut expliquer le type d'élevage industriel. Enfin, aujourd'hui, on a des fermes, enfin, ou des exploitations, je ne sais pas comment les appeler, à 1000 vaches, quoi, en fait, au moins. Bon, donc je vous épargne tous les développements autour de cette immense question qui a mobilisé donc, des penseurs depuis des siècles. Je dirais juste que même si cette tradition
occidentale ou européenne n'a pas été étrangère à un sentiment de compassion pour l'animal, c'est la chosification de l'animal qui a finalement prévalu dans la conscience et la pratique commune. L'animal de rente n'a jamais été aussi complètement chosifié qu'aujourd'hui. Considéré comme un pur produit économique, il est soumis à toutes les manipulations techniques et à toutes les règles d'un système productiviste qui recherche le plus grand profit. Mais la répugnance à tuer l'animal pour le manger, sans parler de la révulsion contemporaine à tuer la révulsion contemporaine face à la maltraitance de l'animal ou des animaux, n'a pas complètement disparu de l'horizon, disons, occidental, de l'horizon de l'européen moyen. Afin d'atténuer le sentiment trouble de cannibalisme, là tout à l'heure ça a été évoqué par rapport aux nuaires et par rapport au rapport à leurs vaches, c'est-à-dire qu'on ne mange pas ses enfants, on peut prétendre en fait que nous avons un rapport cannibale qui n'est pas bien sûr explicité, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas symboliquement revendiqué, mais qui est plutôt souterrain et qui nous travaille malgré tout, et que la crise de la vache folle a pu mettre en évidence. Donc ce sentiment trouble de cannibalisme qui sous-tend notre régime carné et aussi donc notre rapport à l'animal, parce que finalement on mange un animal qui nous ressemble, c'est un mammifère en général, et on répugne à en manger d'autres qui ne nous ressemblent pas. Bien sûr, cela dépend des cultures. Ben, les serpents, par exemple, les grenouilles, enfin, pour les Américains, c'est quelque chose de... c'est un vomitif total, alors que les Français, enfin, bon, je ne sais pas si je m'avance un peu, alors ils apprécient plutôt, ou les insectes, etc. Mais n'empêche qu'il y a des animaux qu'on mange et d'autres qu'on ne mange pas, et c'est selon les cultures, ou alors qu'on ne mange pas parce qu'ils nous ressemblent trop, justement, dans notre taxonomie sociale des animaux. Les chats et les chiens, les pets, par exemple, en tout cas en Europe, c'est un non-sens que de manger son chien, alors même que dans d'autres cultures, à Hawaï, par exemple, le chien a une valeur symbolique, cérémonielle, mais aussi nutritive. Je disais donc, afin d'atténuer le sentiment trouble de cannibalisme qui sous-tend quand même notre rapport à la viande et notre rapport à l'animal, on camoufle au maximum l'aspect physique de la viande qu'on absorbe. Ça, on le sait depuis le XIXe siècle, notamment à travers l'exil de l'abattage dans les périphéries des villes, et puis derrière des murs, on ne peut pas visiter un abattoir. En fait, l'abattoir, c'est vraiment un peu une boîte noire, en fait. Voilà, on sait qu'on tue, mais ce n'est pas nous, enfin, on ne prend pas, en tout cas, la responsabilité. Donc l'exil des abattoirs à la périphérie des zones urbaines est aussi une manière de nous laver au sens propre et symbolique de l'acte de tuer les animaux que nous mangeons. L'intention de donner la mort est évacuée dans l'anonymat, donc des abattoirs, comme je l'ai dit, et une disjonction se produit ainsi entre la mort et la souffrance, entre l'homme et l'animal. Alors, la crise de la vache folle, qui s'est manifestée à travers l'encéphalite spongiforme bovine, a mis à mal cette belle construction à la fois économique, techno-économique, mais aussi symbolique, dans la mesure où, voilà, enfin, au fond, notre malaise de tuer, en fait, a été évacué derrière justement les abattoirs et derrière surtout des spécialistes, des personnes qui tuent en notre nom. Donc cette construction en fait symbolique a été mise à mal par la crise de la vache folle, puisque la vache au fond qui était toute proche, enfin que c'était quand même la nourricière, et tout d'un coup elle apparaît comme le mal absolu, puisque elle est capable de nous tuer. En fait, non seulement elle a le tort de tomber malade, de devenir folle, alors même que c'est nous qui l'avons rendue folle, en fait. Mais là aussi, il y a une sorte d'usage du bouc émissaire. En fait, la vache a été rendue responsable de la maladie dont l'homme et dont le système techno-économique est à l'origine. Donc, avec la perspective que l'animal que nous refusions jusqu'ici de tuer en toute connaissance de cause avait désormais la possibilité de nous tuer, puisque le prion de l'ESB effectivement nous contamine, le bel ordonnancement construit derrière les façades cachées des chaînes de production et des usines d'abattage a menacé de s'écrouler. Donc, après avoir mis le plus de distance entre lui et l'animal sacrifié, après avoir expulsé les animaux de son univers social et spirituel, l'homme, la femme moderne, assiste au retour du refoulé.
et se trouve obligé, pour parer à la crise, d'immoler. Oui, enfin là, voilà une figure, c'est sorti dans le journal le Temps, je crois, à l'époque, au fond, qui vraiment résume. La légende suffit à elle-même pour finalement résumer la crise de la vache folle et surtout notre rapport, au fond, un peu lâche par rapport à cette question-là, en fait, puisque au lieu de remettre en question notre propre système techno-économique, mais aussi notre propre système symbolique, on a accusé la vache, au fond, d'être à l'origine. Donc, après avoir mis le plus de distance entre lui et l'animal sacrifié, après avoir expulsé les animaux de son univers, on a immolé par centaines de milliers. Rappelez-vous les charniers. C'était quelque chose quand même d'assez incroyable, quoi. Enfin, c'est-à-dire des centaines de milliers et des centaines de milliers de vaches qui ont été supprimées. Et c'est là où on a commencé à mettre en perspective le principe de précaution, hein, ce fameux principe de précaution, etc. Ça, c'était au nom d'un principe de précaution, c'est-à-dire pour éviter d'autres dommages, etc. Mais en fait, la destruction des bovins suite à la maladie de la vache folle s'est faite essentiellement au nom de l'équilibre général de l'économie. Ça n'a pas été au fond suffisamment salutaire pour nous interroger sur la pertinence d'un élevage fondé sur notamment les farines animales, quoi. C'est-à-dire, oui, on les a interdits par précaution, mais au fond, elles sont revenues quelques années après. Mais on n'a pas mis en question, finalement, ce système d'hyperproductivité qui fait qu'il a fallu, à un certain moment, rendre la vache qui était herbivore carnivore et après cannibale. Et au point de nous cannibaliser nous-mêmes. En fait, c'est ça, au fond, quand j'utilise la métaphore cannibale, au fond, c'est plus qu'une métaphore, en fait, dans la mesure où il y a véritablement une circulation, en fait, une circulation matérielle, quoi, en fait, entre ces différentes entités, symboliques, mais aussi matérielles. Donc ici, la victime est rendue responsable de l'accident survenu, alors que ce sont les farines animales que nous lui avons donné à ingérer, qui l'ont rendue malade en la transformant en cannibale. Et elle a été chargée de toute l'impureté de l'épidémie que l'on tente d'éliminer en même temps que l'animal dans ces énormes charniers. Bon, mais on peut dire que la crise de la vache folle a également suscité des résistances dans la population, et parmi certains éleveurs de bétail, notamment justement ceux qui élèvent des vaches de la race des rangs, en tout cas en vallée, où, comme je l'ai dit, donc j'ai principalement effectué mes observations. Et peut-être, et probablement parmi les éleveurs du Val d'Ost à l'époque de la vache folle. En tout cas, cette réaction aussi, on a pu la constater dans d'autres espaces d'élevage. En Normandie, par exemple, il y a eu des résistances un peu partout. Mais voyons cela de plus près. Rappelons que l'élevage de la race des rangs, et ça a été très bien présenté hier à travers les combats de rennes, et aujourd'hui aussi, donc je ne vais pas m'étendre, mais rappelons en fait que l'élevage de ce type de race ne remplit pas la seule fonction économique de production. Et en même temps, rappelons-nous toutes les tentatives de contrôle de cette production, justement, notamment par rapport aux critères de participation des vaches au combat. Et Christiane Dunoyer en a parlé tout à l'heure, les différents critères d'âge, de poids, mais aussi de productivité laitière. Donc il y a eu un contrôle de plus en plus serré, finalement, sur la production économique. C'était la condition, en fait, pour lâcher un peu de lest, pour que cette vache continue à être peut-être combative, mais de façon résiduelle. Donc, il faut rappeler que l'élevage de ce type de race ne remplit pas la seule fonction économique, et mettant l'accent sur la dimension sociale, le savoir-faire de l'éleveur, sa proximité avec la vache, la nature, et les liens de sociabilité dont la vache est pourvoyeuse. Là aussi, ça a été abondamment commenté. Et donc le rôle central du combat des rennes. Donc c'est toute une chaîne, en fait. Le combat des rennes, c'est l'aboutissement, mais c'est en fait, il y a toute une chaîne d'événements, il y a toute une chaîne de scènes qui commence déjà bien plus tôt. Là, par exemple, bon, ça c'est une image, enfin une photo que j'ai prise en 92-93, ben voilà.
des vaches devant le Cervin, en fait, à Riffelalp, à Zermatt, en train de, voilà, en fait, de combattre. C'est juste pour montrer, en fait, que le combat des reines, c'est pas simplement les arènes, c'est aussi, mais bon, mais ça a été dit, quoi.